C'est l'équipe du soir, bonsoir, journée spéciale, soirée spéciale Diego Maradona qui est disparu aujourd'hui à l'âge de 60 ans. Vous voyez ici les télévisions argentines qui suivent à la fois le corps de Maradona. C'est vraiment un roi argentin qui est mort ce soir. Dispositif exceptionnel des télés argentines. On se connecte évidemment à ces télés. On ira voir Georges Quirino. On continue évidemment cette soirée, une soirée particulière puisque ce soir, ce qui était prévu, c'était une soirée débrief de Ligue des Champions. Et on suivait l'Olympique de Marseille qui a été battu ce soir à domicile par Porto. Pour en parler d'ailleurs et pour parler de cette actualité, l'actualité de Maradona et peut-être de l'OM, Dave Apadou, Djibril Cissé, le président, le patron, Didier Roustan, Johan Mikou et Bertrand Latour. Elle voit tout, elle sait tout, elle entend tout. C'est France Piron. France, bonsoir. Je vous ai demandé en fait de faire un petit mix entre les hommages de Maradona et cette soirée de Ligue des Champions. Ça donnait quoi sur les terrains ce soir européen? Alors une minute de silence a été respectée sur tous les terrains. Ce sera le cas également en Ligue Europa demain soir. Mais ce soir, vous allez le voir, l'émotion était forte. Sur le terrain de l'Inter Real, même constat avec des joueurs et des membres du staff particulièrement touchés. C'est le cas de Javier Zanetti, le vice-président du Real. C'est aussi le coach de l'Inter, Antonio Conte, tout comme Diego Simeone sur le terrain de l'Atlético Madrid qui est apparu en larmes sur son banc. Pas facile de penser au football dans ces moments-là, bien sûr. Sinon, Marseille, ça donnait quoi? Donc 2-0 pour Porto, hein. 13e défaite d'affilée en Ligue des Champions. C'est un triste record qui va encore faire honte à Florian Thauvin avec un Mandanda insiste et conclut du pied gauche. Et puis même réduit à 10, les Portugais continuent de pousser et obtiennent un pénalty après cette faute de Balerdi sur Marega. Balerdi qui est expulsé après un deuxième jaune. C'est Oliveira, le capitaine de Porto, qui transforme le pénalty. Score final 2-0 pour le FC Porto. 13e défaite d'affilée en C1 pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est une soirée à débriefer le match de l'OM, les gars? Pas tellement, non. Pas tellement? Pas pour ma part, en tout cas. Non? J'ai même eu des difficultés à le regarder, le match, pour être tout à fait franc. On le regardait, évidemment, mais régulièrement, on échangeait, puisqu'on regardait ensemble, et régulièrement, on échangeait sur Maradona, sur des choses comme ça, etc. Enfin, voilà, on avait vraiment du mal à se dire que ce soir, il y a un match important. Après, la situation de l'OM, elle participe aussi à ça. C'est-à-dire qu'on avait quand même du mal à penser qu'ils pouvaient renverser la situation, sauf un. Ici. Et pas beau de dénoncer cette idée. À deux. Alors deux, mais c'était pas beaucoup quand même, quoi. Et franchement, voilà, le cœur y était moyennement, on va dire. 2 sur 4, c'est la moyenne de Non, mais t'en étais à te dire que s'il y avait une victoire ce soir, t'avais un petit espoir pour la suite. Mais après ce qu'on a vu ce soir aussi sur le terrain, t'as même pas d'espoir finalement quand le coup de sifflet débute, quoi. Quand le match débute. Et ça a duré un quart d'heure, ouais, il y a eu un bon petit quart d'heure, mais après voilà, il y a trop de lacunes pour pouvoir espérer faire quelque chose dans cette Ligue des Champions, quoi. Djibril Cissé, à partir de quand? À partir de quand dans la partie vous êtes dit bon, non, c'est en tant que... Tu voulais au moins un but. Voilà, en tant que supporter et amoureux du club, on est obligé d'y croire jusqu'au bout. On se dit peut-être même dans les 5 dernières, c'est jamais. Mais voilà, non. Après, il y a un moment où on lâche un peu parce que c'est une soirée spéciale, comme Dave l'a mentionné. Et après, parce que on est un peu déçu de ce qu'on voit. Karine Galli, tu es au stade Vélodrome. Bonsoir Karine. On avait attendu, on avait cru un peu Florian Thauvin qui nous disait hier qu'il avait honte. Il fallait évidemment se révolter, sentiment d'orgueil, changer un peu d'attitude. Est-ce que vous avez vu ça ce soir, Karine, dans les rangs marseillais? Non, on n'a pas vu ça au stade Vélodrome. Et je vais vous lire les banderoles qui étaient disposées dans le stade. Évidemment, vous le savez, les supporters ne sont pas autorisés, mais ils avaient passé quelques messages. Du côté du virage nord, c'était très clair. Droit au but, visiblement, vous avez tous oublié notre devise. Et du côté du virage sud, c'était « On veut des loups ». Pas des chèvres, et il y avait évidemment aussi un hommage à Diego Maradona. Ça, France en a parlé. Et au final, on n'a rien vu de tout ça du côté de l'Olympique de Marseille. On en est à 9 buts encaissés, on en est à 0 but marqué. Et finalement, ce que nous disait André Villas-Boas hier, c'est-à-dire sortir de ce cauchemar européen, voilà, c'est ce qu'on a vu. On n'a pas vu des joueurs révoltés, on n'a pas vu des joueurs qui voulaient à tout prix oublier ce sentiment de honte qu'ils avaient ressenti. Ça, c'est les propos de Florian Thauvin. Et finalement... Vous vous posiez la question, non, je pense pas que l'OM mérite d'être débriefé ce soir parce que ce que l'OM nous propose depuis le début de cette Ligue des Champions, c'est indigne de l'histoire de l'OM, c'est indigne de ce que représente la Coupe d'Europe à Marseille. Et je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de supporters qui n'ont toujours pas digéré, qui vont surtout pas digérer après ce qu'on a vu ce soir. Le message envoyé par André Villas-Boas hier, eux, ils veulent que coûte, les Marseillais essayent de montrer quelque chose sur le terrain. Il peut y avoir une défaite, mais la manière
Et ce que Marseille monte sur le terrain, c'est-à-dire pratiquement rien, ça, ils ne l'acceptent pas. Merci beaucoup, Karine. Bonne soirée malgré tout. Les propos d'André Villas-Boas hier, lors de la conférence de presse, il disait non, on va plutôt sortir complètement de ce cauchemar européen, quitte même à ne pas disputer la Ligue Europa pour se donner un peu d'air en championnat. Voilà, c'était la théorie évoquée par André Villas-Boas. En tant que supporter, c'est dur à entendre. Ouais. Parce que justement, on travaille pour ça, une saison pour faire des compétitions européennes, justement. Et d'entendre le coach dire ça, ça fait pas plaisir. Mais après, c'est vrai que sur un point peut-être gestion du groupe et pourquoi pas se libérer un peu la tête dans les semaines où il y a moins de matchs, ça peut être bien. Mais j'entends que les supporters aient du mal à valider ce message. Bertrand ? Moi, le problème, c'est que je trouve que ça fait moins mal à entendre que le niveau des mecs qui sont sur le terrain, quoi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, j'en veux même pas trop envie d'en tenir rigueur à Villas-Boas. Tellement, en fait, même s'ils sont à 100%, ils n'ont pas le niveau, ils sont pas invités. Moi, c'est ça qui me fait le plus mal. C'est que t'es pas dans une poule où tu as que des tigres. Parce qu'encore, franchement, là, les Portugais, ils sont pas étincelants. Non. Mais le gardien, il a combien derrière à faire Quasiment aucun. Et je pense qu'à 100%, pas à 100%, avec Payet titulaire, Payet remplaçant, tout ce que tu veux, ça change rien. Ouais. Ils n'ont pas le niveau. Et ça, c'est très triste. Ouais, franchement. Tu peux et ils n'ont même pas à choisir s'ils veulent finir 3e ou 4e. Ils seront derniers, qui est leur place. Avoir le niveau ou pas, ça c'est une chose. Mais après, montre quelque chose au moins sur le terrain. Ça veut dire que pas avoir le niveau sur la maîtrise technique, sur la gestion de cet événement, je veux bien, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais après, au moins. Tu penses qu'ils n'ont pas envie ? Vas-y, engage-toi. Tu penses qu'ils n'ont pas envie ? Ben, je ne sais pas si c'est une question d'envie ou de pas envie, mais en tout cas, ils ne prennent pas la bonne direction. Quoi. Essaye de tout donner. Quoi. J'ai l'impression que les mecs, ils sortent de là. Mais t'es sûr qu'ils donnent pas tout ? Moi, je crois qu'ils donnent tout. S'ils donnent tout et ils montrent ça. Non, mais moi, je pense que c'est. Je pense que c'est ça. On avait accueilli le mois dernier un tennisman, Gilles Simon, et lui qui disait, en général, on dit souvent ça dans le sport, quand on veut, on peut. Et Gilles nous avait démontré que non, ça ne marche pas comme ça en sport, parce que c'est quand on peut, on veut. Qu'on veut. Exactement. Et nous, on est en train de leur dire peut-être, et c'est un peu le résumé de votre échange entre Bertrand et vous, quand on veut, on peut. Bertrand vous dit non, quand on peut, on veut. Mais il y a peut-être un problème. Allez-y. Non, c'est pour répondre à ça. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que quand tu as une volonté d'aller chercher quelque chose, tu mets les choses en place et tu essayes d'aller... Même, je te dis, si vraiment il y a un niveau, pour moi, il y a un niveau d'écart de la gestion de l'événement. Je trouve que techniquement, même si vous dites que Porto, c'est pas terrible, moi je trouve que techniquement c'est fort, c'est en place, c'est costaud, c'est solide, c'est solidaire. Et quand ils doivent s'engager, ils y vont. Déjà, ils sont meilleurs que Marseille, mais ils n'ont pas Ligue des Champions, quoi. Au moins, mets-toi au niveau de l'engagement. Parce qu'après, j'entends que c'est vrai qu'ils n'ont pas le niveau, mais même ils sont à 100%. Ah, je ne peux pas croire qu'ils sont à 100%. Parce qu'on parlait de l'événement sur le match, je crois, le précédent à l'aller, que c'était presque, on a l'impression de voir un match de Coupe de France avec une équipe de Ligue 1 et une équipe en dessous. Ouais, et au moins, quand tu joues en Coupe de France, quand tu joues contre une équipe qui est en dessous, au moins dans l'engagement, les mecs, ils sont là. Quoi. Alors, techniquement et tout, ils sont un peu en dessous, mais au moins, ils s'engagent, ils font les efforts, ils travaillent. C'était contre City. Contre City, peut-être. Ils avaient joué à 5 derrière. Au moins, propose de l'impact, fait quelque chose pour inquiéter un peu l'adversaire. On bascule sur le président. Didier. Je crois qu'il y a quelque chose... Alors, mettons-nous bien d'accord. André Villas-Boas, si j'ai bien compris, il a expliqué en conférence de presse d'avant-match que la Ligue des Champions, c'était pas si important. Il fallait sortir de ce cauchemar européen. Il fallait sortir de ce cauchemar européen. L'éventualité de C3, parce qu'il était interrogé sur l'éventualité de disputer la Ligue Europa à la 3e place. Même pas, ça l'intéresse pas. On va se concentrer sur le championnat parce que cette saison, il y a peut-être un coup à faire. On est d'accord. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que, quelque part, et c'est vrai que bon, les deux grands sportifs qui sont là sont bien mieux placés que moi pour en parler. La tête. Déjà, ils ont ce boulet des 6 matchs à 0 points. Mais ce n'est pas cette génération-là. Mais on leur colle au pied. Ouais. Contre Olympiakos, tu ne fais pas un grand match, tu ne te sublimes pas. Tu le prends à la 90e minute. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, tout d'un coup, arrive Manchester City. Donc, d'un ogre, ça devient quelque chose. 5 derrière, machin. Tu vois ? Aujourd'hui, encore, le premier but, là, qui marque, Mandanda le sauve. C'est pas obligé que ça lui revienne pile poil. Mais ça lui revient pile poil. Je veux dire par là que je pense que ce sont des joueurs intelligents et qui savent très bien
qu'ils ont eu une embellie l'année dernière où les choses se sont bien goupillées, justement par rapport à la volonté, à la solidarité, avec choses, mais qui ne sont pas si forts que ça. C'est la première chose. Et la deuxième, fragiles qu'ils sont, finalement c'est un groupe fragile, et je trouve que là, tu l'as un petit peu signalé, Jo, en disant dans l'approche des matchs, si tu as déjà un entraîneur qui te dit ça, et qui pense comme ça, c'est parce que des fois tu dis pas ce que tu penses, mais enfin quelque part, hein, qui se réfugie toujours, c'est la faute à ci, c'est cela, tu vois, je trouve qu'il a une communication extrêmement bizarre. Ben, les joueurs qui sont déjà tétanisés, ils n'arrivent pas, comme dit Gilles Simon, justement, à avoir au moins, si techniquement tu sais pas ceci et tout, arriver, avec de la fumée qui sortent de tous les côtés. Et en plus, il n'y a pas de public. Et ils sont là, dans ce magma, si tu veux, ambiant. Le coach, il parle. Je suis d'accord, moi, pour moi, c'est une erreur d'avoir dit ça. Oui. Mais le coach, il peut dire ce qu'il veut après. Ouais, les joueurs, à un moment donné, tu as un peu de fierté ou tu n'en as pas. Je veux dire, qu'est-ce que tu. Quand c'est que Joe et Djibril sont. Non, mais moi, je dis, si je suis dans le groupe, quand c'est que tu vas te réveiller et te dire que. Quand ça sera la 90e minute du 6e match, non, ça c'est fini, après tu passes à autre chose. Mais alors là, que tu vas te réveiller on en revient et te toujours dire, par rapport au poids aussi à Marseille, quoi. Les supporters, ils en peuvent plus de voir ce qu'ils voient. Ils en peuvent plus. C'est pas le fait qu'ils perdent. C'est le fait de voir ce qu'on voit. Oui, mais ils sont, même s'il n'y a pas de public, finalement le public, des fois ça t'éternise, des fois ça te sublime, mais j'ai l'impression qu'ils sont là dans ce stade vide, ils sont perdus. Et je ne vois pas de leader sur le terrain. Le seul mec peut-être qui se bouge un peu truc, il a 20 ans, c'est Camara, ou je ne sais pas quel âge il a, si tu veux. Ils sont perdus ou ils sont à leur niveau ? Non, il y a un ensemble de choses, mais je trouve qu'ils sont plus bas que leur niveau parce qu'ils sont perdus. Et ils sont plus bas que leur niveau, mais alors, parce que au moins, même si peut-être tu es moins fort techniquement, si tu veux, physiquement et dans le mental, c'est un match de Ligue des Champions, tu as ramé pour ça, tu peux pas être en mode diesel tout le temps et avoir chaque fois une guerre de retard sur chaque action et tout, il me semble. Mais en mode donc j'essaie de chercher... en mode diesel même pas, ils ont plutôt bien commencé. On a dit que le premier 10-15 minutes... Oui, mais il marque pas, c'est très fragile. Je suis d'accord, non mais ce que je veux dire c'est que moi je pense que systématiquement de dire... ce match-là, ils l'ont perdu uniquement parce que... alors, t'as pas dit uniquement, mais principalement... Non, j'ai pas dit uniquement. Par le fait que ils sont tétanisés, ou ils veulent pas, ou machin. C'est pas qu'ils veulent pas, ils n'y arrivent pas. Et ils ont en plus... Oui, moi je pense aussi qu'il y a des adversaires en face qui n'ont pas l'habitude de croiser. Porto, tu le croises pas. Ils ont ce boulet des 6 matchs qui leur appartient pas, mais qui appartient au club. Le record, le ceci... Même 4 matchs, 0 points, 0 but marqué. À un moment donné, tu fais quoi là? T'attends quoi pour te dire allez, le 10 sur sans doute, moi je pense. L'explication, c'est grave parce que mentalement ils y sont pas. L'explication, elle tient en partie aussi à je pense. tous les week-ends en championnat. Enfin là, il y a eu des matchs annulés, mais moi je me souviens. Ils gagnent sur un le dernier match que j'ai fait de même, c'était contre Strasbourg. Ils sont nuls, ils ont tiré une fois dans le match contre le 19e de Ligue 1. Oui, non mais Strasbourg c'était catastrophique. Non mais c'est souvent catastrophique. Non mais ils sont capables d'élever un petit peu. Par exemple à Paris, même si c'était pas le grand Paris de l'époque, ils sont capables. Non mais ils sont capables d'aller. Tu vois. Parce que ça se goupille bien et ils se servent. Même les trucs un peu plus solidaires. Il y avait un état d'esprit, ils se battaient un peu plus. Oui, même pas ça. Et bien ça, s'ils l'ont perdu, il y a bien une explication. Et moi, je pense que ça en fait partie. C'est très fragile. Le moindre truc qui va contre eux, c'est fini. 13e défaite d'affilée en C1. On annonçait donc à grand renfort, le spécialiste des statistiques, un record absolu. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille est seul au monde, Anderlecht est derrière. Eh bien non, mes amis. Non, le record continue puisque le club luxembourgeois, attention parce que là, de la jeunesse d'Esch. De la jeunesse d'Esch avait pris 16 défaites dans la musette d'affilée entre 1973 et 1987. Enfin une bonne nouvelle. Le cauchemar continue. Vous vous moquez de qui là, Olivier? Non, c'est-à-dire que déjà le dernier match, ils avaient égalé le record, le record battu, et maintenant vous nous sortez qu'il y a un autre record. Attends, il y a un club de Gibraltar qui attend. Non mais ça fait 3 mois que vous vivez sur vos records. Chaque fois que vous commencez une émission après Marseille, vous dites record, et donc là c'est pas le bon record encore. Non, moi je suis là juste pour informer. Mais vous avez découvert ça ce soir? Ah oui. Oui, je viens de découvrir ça ce soir, car évidemment. Non, mais c'est un truc de fou. Non, franchement, j'ai. Donc là, le match, ça devient OM contre la jeunesse d'Esch, club luxembourgeois, 16 défaites dans la musette d'affilée entre 73 et 87. Non, mais j'ignorais même l'existence de ce club. Ah, mais non, jeunesse d'Esch, Messi, ils jouent toujours les premiers tours de Coupe d'Europe. Le record, il sera pour l'an prochain si Marseille se qualifie. Exactement.
Ça veut dire que Jeunesse Dutch, c'est au moins sur 8 saisons, puisqu'il passait jamais. À 73-80. Ça, c'est un record aussi. C'est quand même sur de. Il y avait Marseille qui était tombé sur C'est une autre terme. La volée de Papin, la fameuse volée de Papin, c'est contre Jeunesse du jour, c'est la mort de Diego Maradona, dont vous voyez ici. Nous sommes en direct avec les télévisions argentines qui, depuis l'annonce de sa mort, sont en boucle, évidemment. Émission spéciale suivant le cortège de Diego Maradona. On va aller voir France Piron. France, également en France quand même, la presse, en tout cas les médias ont pris la mesure de l'événement parce qu'on a déjà quelques unes là, qui viennent et que les téléspectateurs vont pouvoir découvrir demain. Vous avez peut-être déjà vu la une de l'équipe tout à l'heure dans notre édition spéciale, très sobre, Dieu est mort. 19 pages sur la légende argentine, à lire d'ailleurs dès minuit 30 en numérique. Pour les autres titres, Céleste, c'est la une de Libération demain matin, et puis l'Humanité qui va titrer Adios compañero. Justement, ma question, est-ce que c'est la disparition du plus grand joueur de tous les temps? Pour moi, oui. Est-ce qu'on aura ça avec Pelé? Alors, en fait, Pelé, la question, moi je reprends bien le mot, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Le meilleur, on peut discuter. Le meilleur, certains vont peut-être dire Pelé, d'autres vont dire... Il n'y en a pas 36 quand même. Non, mais peut-être Pelé, peut-être certains disent Messi aussi, parce qu'il fait quand même des choses extraordinaires. La question, c'est du plus grand. Donc ça veut dire qu'il y a aussi l'impact que tu as. Il n'y a pas uniquement les statistiques, le palmarès, etc. Il y a l'impact. Et moi, je pense que c'est le joueur qui a eu le plus iconique, qui a eu l'impact peut-être culturel, affectif le plus fort, je pense, dans le monde. C'est-à-dire, moi, je pense que Didier donnait un très bon exemple. Parmi tous les très très grands, Cruyff est disparu, mais mettons qu'il ait été encore là. Un aéroport du bout du monde à 3 ans. Le croire. Je ne vais pas vous convaincre parce qu'on est là ensemble et on se rassemble tous les soirs. Le football est au centre du truc, c'est le plus important, mais il a été aussi connu et il est réputé par rapport au fait aussi de toutes les affaires qu'il y avait en extérieur au football. Et ce qui a rassemblé tout ça, parce qu'on a parlé aussi tout ce qu'on connaît, les affaires un peu extérieures à Naples, etc. Mais il avait un côté politique aussi. Ouais, très politique, Didier, très engagé. Le peuple, l'enfant du peuple. C'est le Che. Ça aussi qui a fait que Maradona a eu cette aura incroyable. Et puis il est très rock'n'roll aussi. Bien sûr. C'est quelqu'un qui est très clivant, qu'on adore ou qu'on déteste. Mais là, je pense qu'aussi ce qui dégageait, il y avait cette... Mais Jo, tu crois pas que ça rejoint un peu ce que dit Mémé, c'est-à-dire que Maradona, je dis ça. Le côté, quand tu disais politique, avec le côté un peu Che Guevara, quoi. D'ailleurs, il a. Voilà, et en plus, il est tatoué, il a rencontré Castro, etc. Bref, chacun. Mais est-ce que justement, et là je rejoins un peu Mémé, est-ce qu'il n'y a pas dans cette dimension du foot qui fait que c'est aussi le sport le plus populaire, c'est le côté, c'est le sport qui va dans toutes les zones du monde, mais vraiment absolument dans toutes, c'est tiers-monde, pays développés, etc., peu importe. Et c'est aussi la revanche sociale aussi des plus démunis. C'est quand même un sport populaire. Il incarne ça aussi. Je pense qu'il te touche particulièrement aussi avec ça. Même avec la réussite, il a toujours été contre les grands. Truc-là, voilà. Contre les puissants. Tu vois, le fait d'être à Naples et tout, d'aller taper les puissants italiens. Et ça a suivi sa carrière. C'est pas le jeu, c'est pas ses dribbles. C'est sa personnalité. C'est sa personnalité. Et tous les gens modestes, humbles, les gens du peuple, et même ceux peut-être un peu riches ou des choses comme ça, te le transcende sur le terrain. Parce que Naples, la victoire, il mais il y a le reste. C'est-à-dire que si sur le terrain, il te fait les mêmes gestes, d'accord? Il râle, il met de la main, tout ça, et trucs. Mais il n'y a pas ces engagements à côté. Maradona, tout bien considéré, ok? C'est le premier mec qui a pensé à créer un syndicat mondial de joueurs. Qu'est-ce qu'il en a à braire? Il a pensé à ça, évidemment, en 86. On ne va pas expliquer pourquoi, ça serait trop long ici. Mais ça te montre aussi son engagement politique. Alors qu'après, il a été naïf, parce que lui, avec le cœur, et peut-être certaines choses où tu aimes limite dictature, et des choses comme ça et tout. Mais Maradona, il s'en fout. Et c'est vrai qu'il est beaucoup moins con, évidemment, qu'on l'imagine, machin. Mais après... Une forme de naïveté. Il a un côté, naïveté. Et puis, c'est Maradona. Ça veut dire que si tu le contestes... C'est-à-dire qu'il a cette fragilité. Si tu dis, tu vois ça, Diego, c'est un portable. Il dit, ah non, ça, c'est un bouquet de fleurs. Je dis, c'est un portable. Il est capable de plus te parler aussi. Donc, il a ses limites aussi, quelque part. Mais oui, non, tu vois, tout n'est pas... Mais c'est la réalité. Tout le monde mais c'est quelqu'un de vrai. Oui. À un moment... On peut raconter une anecdote? Ok. À un moment... Non, surtout pas. Non, on n'est pas là pour ça. Ben Johnson. Oui.
qualifié de dopage, machin ou quoi. C'est donc le pestiféré. On est à Séoul, là. On est à Séoul, 88, machin ou quoi. Dopage, Ben Johnson. Il l'a pris. Donc, c'est le pestiféré, tout le monde le déteste. Personne ne se ferait prendre en photo avec Ben Johnson, tu comprends? Parce que tu te dis, oh putain, moi j'ai vu Ben Johnson, j'étais à Tokyo au championnat du monde 99, il n'y a pas beaucoup de gens qui allaient prendre une photo avec Ben Johnson, il était là peu cher, bon, bref, peu importe. Une fois, j'ai rendez-vous avec lui à Buenos Aires, ça c'est aussi Maradona, tu vois, il sait que j'ai rendez-vous, je fais quand même 17 heures d'avion, j'arrive, on me dit, putain Diego, il t'a pas dit? Je dis non, il est au Canada, il s'entraîne avec Ben Johnson, bon. Pratique. Mais, c'est pas ça le truc. Non, mais c'est aussi le côté, tu vois, tu dis, bon, bah, allez, on va se prendre un petit assado, et boire 2-3 coups, faire un tango. Et il est tombé amoureux de Ben Johnson. Et lui, c'est pas son problème que Ben Johnson, tu vois, dopage ou pestiféré et tout. Il a eu un coup de foudre pour lui, il s'est bien entendu avec lui, et lui, il t'emmerde, Maradona. Et ben lui, il aime Ben Johnson, c'est pas bien pour lui, c'est pas bien pour son image, il t'emmerde. Ouais. C'est un monstre. Ouais. Tu comprends? C'est quelqu'un de vrai. Il a un courage physique et mental exceptionnel. Oui. Qui meurt à 60 ans avec tout ce qu'il a vécu. Mais c'est Jeanne Calment, si tu veux, tu te fous de sa gueule, parce qu'à 60 ans, il est un peu comme ça. Mais on est tous morts. Bien sûr. Et il a un courage physique et c'est un mec qui existe, quoi. Et puis c'est un mec, tu vois. Mais après, il y a quand même des travers, des trucs, mais des travers qui... Il y a une forme de tendresse que tu vas trouver quand même dans ces travers. C'est-à-dire que même quand tu as fait 17 heures pour rien, tu vois, quelque part, c'est pas parce que c'est Maradona. Après, t'es à Buenos Aires. Oui, je suis à Buenos Aires, ça va. Je suis pas dans le fin. T'arrives aux îles Féroé, tu rigoles moins. Je suis pas dans le fin fond du fin fond. Mais quand même, tu vois, à un moment, ça va. Et je lui ai dit, et machin. Et là, parce qu'il a quelque chose, c'est que les gens n'imaginent pas, parce qu'il est timide en fait, Maradona. Il est timide. Et comme il est timide, il a des bravades, si tu veux. Et lui, il faut qu'il soit là. Sinon, il se fait manger, si tu veux, tu vois. Donc, il a des coronesses, mais c'est quelqu'un d'assez timide. Le complexe du petit? Non, il n'est pas complexé. Des trucs. Et il a une beauté, Maradona. Il est beau, Maradona. Et c'est David Bowie. C'est là où on dit qu'il est rock'n'roll. Tu vois les photos de Maradona, tous les visages qu'il a, avec ses cheveux comme ça, avec son truc comme ça, avec sa mèche là, avec sa barbe, avec sa moustache, un pistolero et tout. Il est beau. Ouais, non, mais personnage. Après, bon, il y a des moments où il est un peu moins, tu vois, un peu plus marqué. Enfin, moi, je trouve que c'est un beau mec. Je suis pas branché sur les mecs, mais c'est quand même un beau mec, non? Bah, je veux dire, il dégage quelque chose. Il a un truc, quoi. Putain, il est magnifique. C'est un Indien. D'ailleurs, il est indien. Ne serait-ce que sa façon de se tenir. Non, mais c'est idiot, mais quand il rentre sur un terrain, tu vois, il est très. C'est un bison, hein. Voilà, exactement. Tu vois, le fameux documentaire. Mettez-vous comme ça, là? Pardon? Fais le bison. On dirait Diego. El Pibe. Il y a un côté Diego. Peut-être pas des euros, mais il y a El Pibe quand même. Peut-être David Bowie aussi. Non, le fameux documentaire où on le voit le jour de sa présentation, c'est quasiment au début. Il rentre. Bon, alors le stade est plein, juste pour une présentation. À Naples, tu veux dire? À Naples, voilà. Il monte ses escaliers. Il a une façon de rentrer dans l'arène, je t'assure. Hein. Oui, mais s'il rentre pas comme ça, si tu vois bien cette photo, et quand on dit Maradona, c'est tu vois avec le torse comme ça. Il monte seul les escaliers avec son petit t-shirt bleu ciel. Tu as une armée de journalistes qui sont là, mais il va affronter ça, quoi. Je veux dire, il va affronter les 60 000 machins. Mais il va affronter ça. Bien sûr. C'est que c'est un combat, quoi. Sa vie, c'est un combat. Et comme c'est quelqu'un de généreux et qui va aller au-delà, tout ça, c'est pas facile. Et comme je l'ai dit dans la première partie de l'émission, le peuple lui a tout donné, mais lui a tout pris aussi, l'a vampirisé, quoi, quelque part, tu vois, parce que tu peux pas baisser ta garde. Et c'est un combat. La disparition du plus grand joueur de tous les temps, Michel Platini, dans la première partie, on va revenir un peu au sport, mais on est dans le sport, enfin on est dans Maradona, donc tout est lié finalement. Je vais te dire une chose essentielle. Parce que Maradona, et j'étais pas d'accord avec lui, j'avais des conversations avec ça, et il le dit dans le film de Kusturica, mais j'ai parlé de ça avec lui, il me dit, tu te rends compte, si j'avais pas fait tous ces excès... Quel joueur j'aurais été ouais. C'est faux. Il avait besoin d'être excessif pour être le joueur qu'il était. Tu comprends ce que je veux dire ? De la drogue, peut-être sur le fait que ça a diminué physiquement. Il avait besoin de ça et des excès, du reste. Besoin de sortir, de pouvoir... Voilà, il avait besoin d'être lui-même et d'être machin. Et c'est un génie. J'ai fait un podcast. Un génie, c'est l'excès. Et je pense que s'il n'avait pas eu l'excès, voilà. Alors, il n'était pas d'accord, mais bon, c'est pas grave. Michel Platini a ça, c'est un téléphone et pas un bouquet. Voilà. Et t'as parlé après de reparler. Ça va, on a reparlé. Michel Platini nous raconte Diego Maradona. Michel Platini nous a fait l'amitié de participer à notre émission dans la première partie. On l'a branché
pas sur... c'est un bouquet de fleurs ou c'est un portable. Oui, on a non, branché bien sûr. sur Michel Il y a un temps pour Platini qui tout. connaît ses qualités footballistiques. On l'écoute et à travers ces témoignages, vous allez voir, le sport a beaucoup évolué. C'est beaucoup passager. Écoutez. La première fois que j'ai rencontré Diego Maradona, c'était Argentine, reste du monde en 79. Ouais. Voilà, vous voyez. Ouais. Et donc, je me souviens, c'était Marco Tardelli qui le marquait. Il lui a mis des coups toute la partie, il ne l'a jamais attrapé. Marco Tardelli était expulsé. Vous voyez, il a pris un carton rouge. Il avait 18 ans et il jouait avec l'équipe d'Argentine. Et on s'est dit, celui-là, ça va être un sacré joueur. Et ça a été un sacré joueur. Voilà. Puis après, c'est vrai qu'on a eu la rivalité. Mais bon, on n'a pas eu de rivalité. Il n'y a aucune rivalité entre moi et Maradona. Il y avait la Juventus, Naples, les supporters de la Juve avec les supporters de Naples, le nord de l'Italie avec le sud de l'Italie, tout ce que vous voulez, toutes les caricatures qu'on peut imaginer. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il avait de particulier dans son jeu, si tu devais retenir quelque chose dans ses qualités footballistiques? Bon, il avait tout ce qui était technique déjà. Tout. Ouais. Tout, ouais. Le pied gauche, le contrôle, la frappe, l'amorti, il avait tout. Et en plus, il était très, 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 très vif. De toute façon, pour éviter les assassins qu'il y avait dans les années 70 et 80, valait mieux être très, très vif, parce que lui, c'était quand même un dribbleur. Il passait, moi, j'étais pas un dribbleur, mais lui était un vrai dribbleur, une sorte de Neymar. Lui, il allait tout droit. Oui, il driblait, et puis après, souvent, il a fini de temps en temps à l'hôpital aussi. Hein, c'est vrai. Le football a-t-il évolué? Parce qu'à l'époque, on se rendait... Évidemment. non, mais vous êtes toujours... Djibril et Jo. C'est-à-dire non, dans les coups. Est-ce qu'on protège aujourd'hui les artistes? Parce que là, on le voit se faire, mais alors... Tu as vu les images? C'est coupé. Hein, et les mecs, ils n'ont pas carton jaune. Non, mais avant, oui, c'était beaucoup plus violent. Ouais. Et je pense qu'il fallait être très costaud et anticiper les coups pour pas te faire exploser à chaque match. Et surtout lui. Comme l'a dit Michel Platini, c'était quand même un joueur qui portait beaucoup le ballon, qui driblait, qui faisait lui, il va tout droit. Des décisions avec sa vivacité et tout. Et en même temps qu'il driblait, il fallait qu'il anticipe les coups, il sautait, tu le voyais des fois sur des parce qu'il ne fait pas semblant de tomber, lui. Tant qu'il peut, même s'il rampe, il continue. Même je me souviens, moi, la demi-finale contre les Belges, à un moment donné, je crois qu'il fait un dribble, deuxième but, il en 86, là. Il doit se faire tamponner, il reste encore sur ses appuis. Tant qu'il peut, alors lui... Voilà, mais aujourd'hui, c'est plus protégé. Quand on voit les joueurs se prendre un coup d'épaule, rester par terre, c'est un peu agaçant. Ah oui, non, mais oui, je pense que les défenseurs, ils n'auraient pas fait 10 matchs dans la saison. Ils auraient été rouge, retour de rouge sur rouge. Suspendu, retour de suspension. Il y a des tacles de boucher. Hein. Et c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus calme à ce niveau-là. Et tant mieux d'ailleurs. Ouais, c'est mieux qu'on laisse les artistes être des artistes. Quand on considère tout ce qu'il a réussi, malgré tout, juste, dans les conditions qui étaient celles-là, c'est-à-dire la violence, on peut presque parler de violence. C'est de la violence. Voilà, ouais, exactement. Ouais, il faut le casser. Des pelouses qui n'ont rien à voir avec les billards d'aujourd'hui, des équipes qui ne sont pas des super teams puisque le nombre d'étrangers était limité, donc ça veut dire que ton équipe, c'était pas le Barça, le Real. Le ballon ne revient pas toujours quand tu l'as. Voilà, exactement. Compte tenu de tout ça, faire cette carrière-là, réussir à tout ce qu'il a, mais tu te dis, mais aujourd'hui, il serait déchaîné, ça aurait été une boucherie, vraiment, je t'assure. Mais il était très puissant quand même. Ah oui. Et si tu le vois, c'est un taureau. C'est un bœuf. Ah ouais. Tu fais le bison, mais c'est un bœuf. Alors c'est marrant avec Michel, par exemple. Quand je te disais que c'est quelqu'un de vrai avec machin, je me souviens, j'avais une conversation avec Michel sur Paris, et il disait, putain, tu te rends compte, Diego, à mon jubilé, il a fait une fiesta après à l'hôtel, il a cassé les lits, il a machin, quoi. Je dis, ok, très bien, très bien. Écoute, Michel, il est venu à ton jubilé. Il est venu. Parce que, en tout cas, il faut venir. Okay. À Nancy, hein. À Nancy. Il n'est pas venu, tu vois, à Casar. Et on adore Nancy, hein. On adore Nancy, place Stanislas, machin, c'est magnifique. Il est venu à ton jubilé. C'était pas évident pour des tas de raisons, machin. Et, comble du comble, il a mis un maillot où c'est marqué No Drugs. Mais il n'y a que Maradona pour assumer ça. Parce que si tu n'es pas comme ça, et on connaissait déjà ses problèmes de cocaïne et tout, tu lui dis, attends, tu te fous de ma gueule, tu veux que je porte ce maillot, ça va faire le tour du monde, et tout le monde va se foutre de ma gueule, et des décennies après, il y a encore des gens qui se foutent de sa gueule. Lui, il est là, c'est la fête de Michel, ces trucs, et ben, c'est No Drugs,
Je comprends pas pourquoi. Parce que j'ai un institut, j'aide les drogués et tout. Bon, très bien, ok. Je mets no drugs. Donc je dis après qu'ils te cassent les lits de l'hôtel, on s'en tape, Michel, sans déconner, tu vois. Et oui, non mais c'est quand même. Regardez, on a retrouvé la photo. Eh ben oui. Mais il faut le faire quand même avec le passé qu'il a, le passif et les trucs qu'on sait, de mettre un maillot no drugs. Tu sais que tu vas le porter machin. Eh ben lui, ok, je suis invité chez toi, c'est important, tu as une fondation, tu t'occupes des drogués et tout. Je prendrai sur la gueule, je prends. Et il a pris. Et il a pris. Et ça, c'est beau. Quoi. On file en Argentine et retrouver notre correspondant Georges Quirino. Georges, on vous a quitté. Vous étiez en train de regarder des chaînes d'information dans votre appartement. J'ai l'impression que vous êtes sorti de votre appartement. Ouais. Alors, vous êtes où, Georges? Racontez-nous ce qui se passe autour de vous. Alors là, je suis au pied de la Bombonera, au pied du stade de Boca Juniors. C'est l'un des clubs mythiques, évidemment, de la carrière de Diego Armando Maradona. Il y a des hommages un peu partout à Buenos Aires. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, tous les endroits où il a joué, à la Paternal pour le club Argentino Juniors. Il y a des gens à La Plata, à Gimnasia, pour l'endroit où il a terminé comme entraîneur. Il y a du monde aussi dans son premier quartier, au bidonville de Villa Fiorito. Et ici, il y a beaucoup de monde à la Bombonera. Regardez, on va la jouer en direct, hein, techniquement. Je vais vous montrer quelques images. On va changer pour basculer en images. Regardez tous les supporters qui sont venus. Ils sont plusieurs centaines ici pour rendre hommage à Diego Armando Maradona. Il y a des chants de ce groupe de la Doce. Regardez, il y a un petit endroit qui a été aménagé pour rendre hommage à Maradona. Dios está con Dios. Dieu est avec Dieu, dit cette banderole. Et regardez ici, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, mais c'est du direct. Hein, on va le faire comme ça, mais regardez les hommages, les bougies des supporters qui viennent. On va faire un petit peu de silence pour respecter un petit peu le moment d'hommage, de recueil des supporters de Boca Juniors. Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions. Le choc est immense ici. Beaucoup de messages de soutien, des chants. Il y a des drapeaux partout dans la ville, hein, en taxi, pour tout vous dire, en venant jusqu'ici. J'ai pu voir sur de nombreux balcons de Buenos Aires des drapeaux argentins, des drapeaux de Boca Juniors avec l'inscription Gracias Dios, nunca te vamos a olvidar. Merci Dieu, on ne va jamais t'oublier. C'est un peu comme ça partout dans Buenos Aires. Il y a beaucoup de monde aussi à l'Obelisco, qui est un peu la tour Eiffel ici. Il y a beaucoup de gens qui sont réunis ce soir. Ça va être a priori le lieu d'hommage avant demain, où le corps de Diego Armando Maradona va être inhumé à la Casa Rosada. C'est l'équivalent de l'Élysée en Argentine. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un hommage vraiment très important demain pour ces 3 jours de deuil, comme l'a dit le président argentin. À l'heure actuelle, l'autopsie est en train d'être réalisée sur le corps de Diego Armando Maradona. Donc on en saura un petit peu plus aussi sur ce qu'il s'est vraiment passé. Ce sera également important pour les prochains jours, je pense, cette actualité. Mais en tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, c'est le choc, l'émotion et l'hommage surtout qui est ici à Buenos Aires pour rendre hommage à Diego Armando Maradona. Georges, vous restez juste avec nous, vous pouvez nous faire un peu de plan, parce qu'on est partout, vous nous racontiez des choses, on suivait également le cercueil qui va du côté de la mort, vous nous annoncez donc 3 jours de festivités. Boca, est-ce que c'est le club de Maradona ou pas ? Est-ce que c'est son club chéri ? Évidemment que c'est le club de Maradona. Il avait une loge, tu vois pas les images où il est déchaîné ou qu'il soit de par le monde. Le premier résultat qu'il demande, c'est Boca. Alors là-bas, Riquelme est plus populaire parce que c'est plus récent. Il a gagné des Copa Libertadores avec Carlos Bianchi, fantastique et tout. Maradona a gagné un championnat en 81. Il y est resté d'ailleurs qu'une ou 2 saisons avant de revenir, mais c'était plus le même Maradona. Mais quand il y a des matchs à la Bombonera, les gens chantent des chants à la gloire de Maradona, etc. etc. Et c'est le club de Maradona. Il y a des tas de grands clubs en Argentine, mais fondamentalement, tu as le club, on les appelle d'ailleurs les millonarios, les riches, c'est River. Ouais. Et tu as le club du peuple, c'est Boca. Okay. Et Boca, c'est la sangre, tu vois, le jeu dur, etc. et tout, même si des phénomènes techniques comme Maradona, Riquelme, Brindisi, tout ça ont porté les couleurs. Et River, c'est plus un jeu chatoyant. Tu vois, ça serait comme Saint-Étienne et Nantes de la grande époque. Non, je voulais dire juste une petite chose, après je me tais. Ouais. Est-ce, tu vois, un signe, pour le langage des signes, le 25 novembre sont morts Fidel Castro, Georges Best et Maradona. Je sais pas. Vous avez 2 minutes ou 2 heures. Enfin, de Dieu, dans quelques minutes, on revivra un match incroyable signé du génie de Maradona, Argentine-Angleterre 2-1 avec un doublé. On va juste faire un petit break Ligue des Champions. France, vous avez quelques résultats quand même à
à nous donner, Quand France même. Absolument, et notamment dans le groupe de... Je suis là ou pas? Oui, voilà. Dans le groupe de l'OM, je vais y arriver. Manchester City qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale en allant battre l'Olympiakos ce soir à Athènes. Très courte victoire, 22 tirs dont 11 cadrés, un seul but, celui de Foden à la demi-heure de jeu sur cette belle talonnade de Sterling. L'attaquant la met au fond d'un plat du pied gauche. 1-0 score final. Les Mancuniens n'ont pas réglé leurs problèmes d'efficacité offensive, mais ça fait 4 succès en 4 matchs, direction les huitièmes de finale pour les hommes de Pep Guardiola. C'est le cas aussi du Bayern Munich qui a battu Salzbourg 3-1 ce soir. Vous voulez que j'enchaîne? Allez, j'enchaîne avec le Real Madrid qui a battu l'Inter Milan également ce soir. C'est parti très très vite dans ce match avec un penalty accordé dès la 6e minute. C'est le Belge Eden Hazard qui ouvre le score proprement. Son premier but en Ligue des Champions avec le Real. L'Inter va évoluer à 10 après l'expulsion de Vidal. Et à l'heure de jeu, Rodrigo à peine entré en jeu. Double la mise pour le Real, bien servi par Lucas Vazquez. Score final 2-0 pour le Real Mémé. Merci France, Argentine, Angleterre 2-1. On retourne dans la dimension Maradona. On a la Coupe du Monde 86. Nous allons vous montrer spécialement pour Dave pour la 1501e fois le but incroyable de Maradona, ce slalom géant d'un géant. Regardez au commentaire Victor Hugo Morales et sa poésie. Je voulais vous poser une question. Est-ce que ce jour-là, la légende de Maradona est née? Est-ce que c'est l'acte de naissance de la légende de Maradona? On peut la dater de ce jour-là? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y avait eu le VAR, il n'y aurait pas eu ce but. Ah, celui-là, si. Mais non, parce que le premier, c'est la main. Oui. Donc, but refusé et l'histoire est complètement réécrite. Ah, vous vouliez absolument parler de ça? Je voulais le placer. Ouais, d'accord. Non, mais c'est important. Ouais. Parce que on parlait que le VAR allait enlever des émotions. Voilà. Ok, d'accord. Mais après, oui, pour répondre à la question. Non, je sais pas si. Je sais pas, Didier pourra répondre mieux peut-être que nous, mais moi, les premières images que j'ai de Maradona, c'est 86. Tu vois, du joueur, voilà. Je regardais, et puis quand on parlait avec Dave tout à l'heure. En 82, trop jeune? Non, j'étais trop jeune. Non, puis 80. J'étais en colonie de vacances, donc j'avais pas la télé. D'accord. J'avais pas pu voir là. Et puis 82, c'est un mondial frustrant. Ouais, et puis il se fait taillader par Gentile. Bon, de toute façon, c'était l'époque qui voulait ça, on pouvait le faire. Il finit par être expulsé. Serré, voilà, viril, mais pas très correct. Terrible. Il finit par être expulsé parce qu'il est excédé contre le Brésil. Bref, il passe à côté de ce mondial-là, même s'il a montré 2-3 trucs. L'explosion planétaire, enfin, même si tout le monde connaît Maradona, mais l'explosion planétaire est légendaire, parce que c'est le mot, c'est-à-dire le truc qui va rester. D'ailleurs, on le dit, à chaque fois qu'on parle de Maradona, on parle, c'est ce match, il est certi parce qu'il y a tout dedans. Bah oui, il y a tout. C'est un concentré. Voilà, c'est un concentré, voilà, en 90 minutes, il y a tout. Sur les 2 buts. Oui. Parce que moi, tout le monde parle de ce match par rapport au but. Oui. Et je pense que la demi-finale. Ah, mais il est encore plus fort. Je suis d'accord. C'est encore au-dessus, Oui, oui. quoi. Mais là, il y a la dimension. Oui, il y a la avec dimension des buts, l'Argentine, donc l'Angleterre, forcément, le but de la main, la guerre, le but du etc. siècle, enfin, t'as tout. Oui, il a oui, raison, bien sûr, Bertrand, il y a tout dedans. Mais contre les Belges, il est. Donc le côté légendaire, pour moi, il y est. C'est là. Oui. Didier, vous voulez nous raconter quelque chose sur le côté légendaire y était. J'étais au stade Aztec, ce foutu match-là. Et je peux te dire Il est de que partout. cet homme a plusieurs vies. Je peux te dire que, vu des tribunes, le but de la main, tu te dis il y a quelque chose, Ouais. mais c'est superbement bien fait. Ah je ne oui, devrais oui. pas dire ça, c'est pas beau. Shilton, en plus, il décolle de ça, et Maradona, il décolle de ça. Le seul truc qui te fait réagir, c'est que Regarde-le. c'est les Anglais qui râlent, quoi. Mais Parce que oui, moi, comme parce toi, que en direct- si les Anglais râlent pas, En direct, tu te dis, il a mis la tête. il a deux regarde, ans. c'est un Anglais qui met derrière, regarde la sortie de mais c'est Shilton, la même et chose. tu as l'impression qu'il met la tête. Et regarde, les Argentins vont pas trop vers Maradona, tu vois, ils y vont mollo. Et Bel intox, Maradona. il dit, bande de fils de pute, venez vite m'embrasser, machin, sinon on va être dans la merde. Mais ce but, alors évidemment ce match, c'est ombre et lumière, parce que ça c'est quand même une part d'ombre de Maradona. La viveza. Mais c'est le petit filou de Villa Fiorito. Tu sais, à Villa Fiorito, Il y a la phrase à la fin du match. oui, Et il dit, c'est la main ça de Dieu. aussi, Maradona qui est Mais exceptionnel. bien sûr. On en reparle, mes amis. après- on en reparle. On en coupe, là. On en reparle. On est coupé en plein élan. On vous coupe. Ah, vous êtes stop. Didier, reste comme ça. C'est pas possible. Si, c'est la pub. On nous coupe là. Si, coupez. On s'en va.
Spécial Maradona dans l'équipe du soir. Le Hidalgo, il a vécu ça. Le PB de J'ai attendu dans le salon. Disparu 5 heures. cet après-midi. On est ensemble depuis le début de la soirée sur la chaîne L'Équipe, depuis la prise d'antenne d'Estelle Denis. C'est un spécial Maradona. On est avec Didier Roustan qui nous raconte de belles histoires sur Diego. Johan Micou, Djibril Cissé, Dave Apadou et Bertrand Latour. France, c'est un peu partout. Un peu partout, et notamment dans les réactions. Alors, c'est une réaction d'André Villas-Boas qui n'a rien à voir avec la défaite de l'OM de ce soir, mais plutôt qui s'exprime. C'est évidemment un coup dur. Je voudrais que la FIFA laisse tomber le numéro 10 pour toutes les compétitions, toutes les équipes. Je pense que c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre au meilleur joueur de toute l'histoire. C'est une perte incroyable pour le monde du football. Voilà. Ça s'appelle un contre-feu. Bravo André. Et on n'en fera pas un débat dans l'équipe du soir. Sur le but du siècle. Ouais, le but du siècle. Il faut revenir sur le but du siècle. Ah ben oui, on était juste. Maradona fait sa roulette. Ouais. Bon, on va le revoir. Il fait tout ce tralala. Non, parce qu'avec le son et tout, on va pas comprendre. Il fait tout ça, il marque. Compris. Sous la douche. Ça, c'est Valdano qui me l'explique à Madrid, quelques années plus tard. Ouais. Alors, sans son, quelques années plus tard. Et il a dit dans un livre après, bon, enfin, ça, très bien. Il me dit, tu sais que sur cette action, d'ailleurs, tu le vois sur la gauche, Valdano. Tu le vois sur la gauche, mais à l'extrême gauche, ok il dit, sous la douche, je dis, putain, Diego. Tu me la donnes ? Chaque fois, j'ai eu l'impression que tu allais me la donner, je m'engageais, et il lui dit, et Maradona, c'est pas un vantard, tu vois, il me dit, putain, tu m'as cassé les bonbons, toi. Chaque fois, je me disais, je la donne à Jorge, je continue, machin, je la donne à Jorge, je continue, machin, je la donne à Jorge, il l'avait vu machin, pendant toute l'action. Tu vois ? Et Valdano, il me dit, putain, je dis, putain, Diego, machin. Bon, bref, première chose. Deuxième chose, la dernière fois où je suis venu aller à Buenos Aires, tu verras bien sur cette image aussi où est Burruchaga sur la fin. Ouais. Je parle avec Jorge, Burruchaga, et je lui dis, putain, mais il me dit, mais tu es fou. Moi, j'ai continué aussi. Et je pensais qu'à l'entrée dans la surface, il me la glisse. J'en ai parlé. Et il me dit, mais je t'ai vu, Jorge. Mais machin. Et je me suis dit, je la donne à Jorge et je la donne. Tous les deux s'appellent Jorge. Je la donne à Jorge 1, je la donne à Jorge 2. Et il a continué. C'est le génie. Et il tire du pied droit, trop croisé, ça passe à côté. Le soir, il appelle son petit frère, El Turco, et il dit, putain, Turco, tu as vu cette action, ce machin ou quoi? Et il dit, mais fils de pute. Mais fils de pute, c'est gentil, hein, quand on mais fils de pute. Ça veut dire mais putain, Diego, fils de pute, putain, machin. Il fallait dribbler le gardien, qu'est-ce que tu vas frapper de ton pied droit, truc et tout. Et donc, dans l'action, il revoit Wembley le truc et il dit je tire pas. Donc tu as Jorge tout le long. Tu as Burruchaga à un moment. Ça s'est bousculé. Au dernier moment, putain, El Turco il m'a dit je le dribble et tu as les mecs qui veulent te. C'est un génie. Point barre. C'est l'histoire du but du siècle. Et El Barrilete, c'est joli. El Barrilete Cosmico, le cerf-volant cosmique. Victor Hugo Morales, c'est le commentateur, c'est un Uruguayen. Il n'est pas argentin. Il n'est pas argentin, c'est un Uruguayen. Très connu là-bas, etc. Et tout. Et à travers ce commentaire, parce qu'il y a d'autres commentaires comme ça, de lui et d'autres, on comprend la poésie et l'importance du football en Argentine où la culture est jamais loin. Ce sont des gens, les journalistes sportifs de football là-bas, qui sont très cultivés, qui sont très engagés politiquement. Tu vois ? Et cette culture générale, ils la mettent dans le football. Chez nous, quelqu'un de cultivé, ce qu'on dit un intellectuel ou machin, très longtemps, il a fallu que, tu vois, arrivent les Verts et Platini et tout, pour que le mec se cache pas avec l'équipe sous le bras quand il allait, tu vois, à l'Assemblée ou dans un bureau auprès du BDG ou des choses comme ça. Là-bas... Surtout 98 qui a vraiment... Ouais, c'est ça, j'allais dire, mais... Ah non, avant 98... Non, Platini, la génération Platini a fait beaucoup de bien. 98, ça s'est ouvert sur un autre public, on va dire. Mais déjà, on ne se cachait pas pour lire l'équipe, parce que c'était le truc de demeurer le sport. Bon, ça l'est toujours un petit peu, machin. Mais ça, en Argentine, le football, et le sport, mais le football, tu vois, cette importance intellectuelle, culturelle, tout se marie et tout se relie avec le football. Donc cette poésie que tu trouves dans le commentaire de Victor Hugo Morales, elle est tout à fait logique. Nous, c'est impossible. Un commentaire français, putain, c'est génial, c'est extraordinaire, oh, quel but, c'est magnifique, oh là là, il a fait un truc, Maradona, lui, il te parle de cerf-volant cosmique. Va te coucher, va. Et il y a un épilogue, c'est comme ça, c'est un truc. Voilà, et à cette histoire, il y a un épilogue, je trouve, moi, génial. Donc, ce fameux Argentine-Angleterre qui, sur le coup, les Anglais, je veux dire, Maradona, faut pas leur parler de Maradona. Et je crois que c'est en 96 ou 97, Maradona est invité par Oxford. Pas rien, quand même. Ouais. Oxford, et il est intronisé. Genre grand maître inspirateur ou quelque chose comme ça. Il a le petit chapeau. Voilà, exactement. Il jongle à un moment, il y a une balle de golf. Voilà, et il lui lance une balle de golf et il se met à jongler. Et en fait, il leur fait un discours et ça montre aussi, comment dire, déjà le
l'autodérision des Anglais et ce côté aussi, bon, bravo quoi, on s'incline. Tu nous as mis le but de la main, le but du siècle. On devrait te haïr. Et ouais, voilà, exactement. Et Maradona. Mes amis, on va passer dans quelques minutes à la prolongation. Et la prolongation, je vais vous montrer une image de Maradona à l'échauffement. Fout une poésie. À tout de suite. Ah oui, j'ai déjà, oui.